Dans la liste que j'ai faite, il y a un autre élément qui s'appelle la sidération. Est-ce que vous êtes familier avec ce mot ? Les personnes qui bossent sur les questions de genre ou de violence, j'imagine que oui. C'est pour ça que vous êtes là ce soir, merci. Bon, je vais quand même faire un petit rappel parce que moi-même, j'étais pas très à l'aise avec le fait de définir ce mot-là pendant hyper longtemps. Je savais pas vraiment quoi dire dessus. Ce qu'il faut savoir sur la sidération, c'est que ça concerne potentiellement tous les événements graves que l'on peut vivre dans sa vie. Et que les symptômes sont assez nombreux. Du coup, c'est ça qui rend le truc un peu difficile, c'est que chaque personne peut avoir des mécanismes de dissociation qui peuvent être assez différents, de sidération, pardon, qui sont assez différents. Ça peut être de la dissociation, donc ça c'est le fait d'être hyper déconnecté de soi-même, de son corps et de son esprit, de pas savoir bien jauger ce qu'on ressent, à quel moment, enfin bref, de pas se sentir légitime du coup de ce qu'on ressent parce qu'on se comprend pas soi-même. Ça peut être une incapacité à parler, à bouger, à réagir, ça c'est vraiment le moment T de la sidération. Ça peut être de la confusion mentale, donc c'est-à-dire que parfois on a vécu un truc mais on s'en rappelle absolument pas, ou alors c'est hyper flou, alors même qu'il n'y a pas eu, par exemple, de soumission chimique ou ce genre de choses. Ça peut être de l'hypervigilance, etc. Enfin bref, il y a plein d'éléments qui du coup se retrouvent dans ce qu'on appelle la sidération. La sidération, en fait, c'est vraiment un mécanisme du corps qui est assez bien fait en réalité. C'est-à-dire que normalement, quand on va vivre un événement potentiellement traumatisant ou violent, eh ben, on a l'amygdale qui se trouve quelque part dans le cerveau, je ne sais pas où exactement, mais quelque part. Et son rôle, normalement, c'est d'activer les phénomènes de réaction en libérant du cortisol, qui est donc l'hormone du stress. C'est pour ça que, par exemple, je sais pas, imaginons, vous traversez la route et il y a une voiture qui pile devant vous, bah, vous avez votre rythme cardiaque qui va accélérer, potentiellement des petits fourmillements dans les mains, ou bah, vous allez avoir des réflexes beaucoup plus rapides pour éviter de mourir sous cette voiture. Ça, c'est en temps normal que ça se passe. Sauf que parfois, en fait, ce qu'on vit, on est tellement dans la surprise, c'est tellement violent et c'est potentiellement tellement traumatique que le corps, qui est quand même une petite dinguerie, fait quelque chose de génial qui s'appelle le fait de faire disjoncter le cerveau. C'est vraiment le mot qui est utilisé en psychiatrie. Hein. En gros, le cerveau disjoncte, il se met en off pour éviter que l'on meure. C'est sympa quand même. Bon, après, le problème, c'est que du coup, on ne se rappelle pas ce qui est arrivé et potentiellement, on est hyper traumatisé et on ne sait pas le dire. Mais en tout cas, sur l'instant T, ce qui est génial, c'est que du coup, on ne meurt pas et on attend simplement que le traumatisme, que l'événement violent se termine pour pouvoir, du coup, faire en sorte que le cerveau se rallume et que notre vie continue. Et ensuite, c'est ça qui crée potentiellement la mémoire traumatique, qui fait que du coup, sur le moment, on ne se rappelle pas ce qui nous est arrivé. Et hop, parfois, quand on est prêt à entendre et à gérer le traumatisme qu'on a vécu, et ben du coup, la mémoire nous revient. Mais ça, Jean-Marc, c'est pareil. La mémoire, elle peut revenir 10 ans, 20 ans, 30 ans après, ou jamais. Et oui, Jean-Marc, va falloir réviser un petit peu parce que il n'est pas très au fait. D'ailleurs, cette histoire de sidération, elle amène un autre élément que j'ai mis dans ma liste, qui est le sentiment de honte, qui est moi un sentiment que j'ai vraiment très fortement vécu à plusieurs reprises. Puisque je vous l'ai dit au début, en 2019, j'ai donc invité mon agresseur à mon mariage. Hein. C'est pas du tout un titre putaclic, c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, j'avais vraiment intériorisé pas mal de choses, à savoir le fait que, c'était pas grave. Je pense que j'avais encore ce phénomène de mémoire traumatique. Et surtout, à partir du moment où je m'en suis rendu compte de ce que j'avais fait, donc d'inviter un agresseur à mon mariage, j'ai été recouverte de honte. Alors, ce spectacle, c'est pas du tout la première fois que je le joue, c'est à peu près la 14e ou 15e fois. Donc en fait, à chaque fois que je le joue, la honte s'en va un petit peu. C'est pour ça que je trouve ça hyper important de mener une parole libre. C'est qu'effectivement, les sentiments de honte peuvent s'en aller. Mais ça met du temps. Et surtout, c'est quand même quelque chose qui est hyper ancré dans notre société. Je vais vous lire un petit passage d'un livre que j'ai énormément aimé pour qu'on comprenne mieux ce phénomène de honte. C'est tiré de ce livre de Florence Porcel. Est-ce que vous connaissez, vous savez qui est Florence Porcel ? Ouais. Pour celles et ceux qui ne savent pas, du coup, c'est la première personne qui a porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor. Au-delà de ça, c'est aussi une brillante écrivaine qui écrit des romans et qui a aussi écrit cet essai autour de la honte. Et c'est assez intéressant parce que du coup, au début du livre, elle reprend la définition du Larousse de la honte. Elle dit que c'est un nom féminin, sentiment d'humiliation provoqué par une faute commise, par la crainte du déshonneur ou confusion. Et après, elle décortique du coup la définition.
Elle dit sentiment d'humiliation provoqué par la honte. Elle dit voilà la raison pour laquelle je n'arrivais pas à trouver de frontière nette entre honte et humiliation. À la différence près tout de même que l'humiliation, dans le cas de figure qui me préoccupait, n'était pas un sentiment mais un fait. Je me sentais humiliée parce que je l'étais. Un viol est une humiliation. Bon, après, elle continue la définition. Sentiment d'humiliation provoqué par une faute commise. Et elle dit « Je l'ai pris comme un uppercut. Il y a tout dans ces quelques mots, à commencer par le fait qu'il ne précise pas qui est la personne qui a commis la faute, comme s'il était évident que la personne honteuse soit la personne coupable. C'est sans doute vrai dans la majorité des cas de honte, mais ça ne l'est pas pour la honte si particulière liée aux violences sexistes et sexuelles. Si j'ai honte d'avoir été violée, c'est parce que j'ai été humiliée par la faute commise par quelqu'un d'autre. Mais ce dictionnaire ne dit pas ça. Et quand tu te trimbales avec ta honte, c'est pareil, c'est hyper difficile de le dire aux gens. Moi, la première fois que j'ai dit à mes amis ce qui m'était arrivé, j'étais couverte de honte, alors que je n'avais rien fait. D'ailleurs, c'est aussi le moment de rappeler ça, et je pense qu'il faut se le rappeler au maximum dès qu'on peut. J'adore dire cette phrase tout haut, et honnêtement, ça fait vachement de bien. Ce n'est pas de ta faute. Et ça, c'est qui veut le prendre, prenez-le. Ce n'est pas de ta faute. Bon, la liste commence à être pas mal pour Jean-Marc. Je pense qu'il a du grain à moudre, à mon avis. J'espère qu'il a les oreilles qui sifflent à chaque fois que je joue quand même. Je vais dire, mais il y a quelqu'un qui parle de moi, mais j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui se passe.